Pourquoi ne jamais externaliser une sales team? Parce que la sales team, c'est l'un des pôles les plus importants. Le marketing, une seule personne peut rendre le marketing ultra efficient. Okay, tu me mets sur n'importe quel business, avec les ressources qu'on a, en 3-4 semaines, on peut faire quelque chose qui ne marchait pas, mieux marcher. Par contre, une sales team, avoir 30, 40, 20, 10, 5 personnes qui sont consistants, qui connaissent ton produit, qui peuvent closer ton produit, ça c'est ultra dur à avoir. D'accord? Donc, donner ça à des inconnus, tu es une paire de leverage. Le moment où ils décident de partir pour une raison ou pour une autre, tu es baisé. Tu ne veux pas être baisé. Ok? Manque de réactivité et manque de communication entre, comme je vous l'ai dit déjà plus tôt, le pôle marketing et le pôle vente. Tu veux de la communication ultra rapide. Et conflit d'intérêts. Prenons l'exemple. Il y a, tu rentres, tu as une sales team, tu as 15, 20 prospects par jour, ton programme est à 5 000 €, ça vend très bien. Et la sales team à qui tu délègues ton pôle vente, ben, eux, ils ont des ressources qui sont limitées. 20, 30, 50, 100 closers, au final, ils vont être limités. S'il y a un Alec Henry qui arrive et qui dit « Bon les gars, j'ai 200 prospects par jour, j'ai un programme, tout le monde me connaît, tout le monde achète, finalement, je n'ai même pas besoin de closer, j'ai juste besoin de préparateurs de commandes. Okay » Au bout d'un moment, quand tu as un sales process qui est bien mis en place, les closers, c'est des préparateurs de commandes. Ou presque. Et ben, du coup, il y a un conflit d'intérêt. Pourquoi? Parce que moi, j'ai des ressources qui sont limitées. Est-ce que je vais donner mes e-players, parce que j'échange leur temps contre justement un taux de conversion, est-ce que j'ai intérêt à donner tes prospects à mes closers ou les prospects d'Alec Henry? Premièrement. Deuxièmement, il y a un conflit d'intérêt. Il y a des gars qui font, je ne citerai pas de nom sur le marché français, qui font du sales management, mais j'ai entendu des horror stories, comme quoi ça partage les databases. Ah. Donc du coup, il y a un influenceur, il a 200 000 prospects, et cette personne demande à une autre personne dans la même industrie, mais un autre infopreneur, et tu ne voudrais pas qu'on tape ces prospects qui ne veulent pas acheter ce produit sur ton produit. Real fucking case. Real fucking case. Et j'ai eu ce cas-là, on me l'a dit, ça fait 3 personnes déjà qu'on me le dit, et c'est sur des grosses têtes. Donc si vous voulez laisser vos datas à tout le monde, et que les gars ils se servent dedans comme si c'était je ne sais quoi, évitez ça. Mais encore une fois, c'est putain dur de le faire, donc je comprends que vous voulez le faire. Et c'est pas facile. Okay. Bon, ça c'est un petit screenshot que j'ai sur mon Slack, 108 personnes sur Slack, ça commence à devenir un sacré bordel. Donc l'agenda de cette présentation, les 4 chevaliers de l'Apocalypse, pour bien commencer. Comprendre le rôle de chaque personne dans ta sales team, recruter des closers et players et des setters, onboarder ces setters et ces closers, manager au quotidien, quelles sont les activités qu'il faut faire, générer plus d'opportunités de vente, avoir des setters qui collent les prospects sous 5 minutes, ça va exploser vos taux de conversion, partagez ça plus tard, une séquence d'endoctrination pour maximiser la valeur de vos prospects, game changer, les KPI, et je me répète à la fin. Ok, donc background. Là, en fait, à gauche, c'était quand je vendais des cuisines à Carcassonne, dans le sud de France. Mon accent, je ne peux pas le cacher. Et je vendais des putains de cuisine. Okay, j'étais frigoriste, j'ai fait un CAP frigoriste et j'ai arrêté l'école à 14 ans. Okay, et là, j'ai arrêté des gens dans la rue et je faisais du MLM. Donc je vendais des patchs amincisseurs. Super. It works. Pour créer une brand et mettre le nom It works, il faut vraiment avoir un truc de cassé dans le crâne, tu vois. Je vais l'appeler ça marche, quoi. Pas de sens. Mais ça m'a servi beaucoup parce que c'est là où j'ai fait Tony Robbins. J'ai marché sur le feu, j'avais 18 ans. Et j'ai vu des gars qui étaient aussi fous que moi, donc je me suis dit, au fait, je suis pas seul. Et voilà la cuisine qui est finie, et ça, une autre victime en bas. Et on a staffé des closers, et on a travaillé avec des sales teams, les plus gros, quelques-uns ici, Olivier Roland, Franck Roca, Christopher Wangen, Monsieur Alec Henry, qui est un closed, qui va prendre un closed, et Monsieur Sadben, mais c'est juste voilà, pour que vous sachiez que je sais ce que je dis. Ok? Mais avant de commencer, voilà, ça va être très très dur. C'est presque impossible de le faire. Ok? Et un truc vraiment important aussi, c'est que le sales département, contrario au marketing, c'est le département le moins scalable de toute ton organisation. Donc, autrement dit, c'est littéralement du one-to-one. Un closer ou un setter qui va parler à un prospect et qui va, dans une communication de 45 minutes, essayer de le convaincre.
Donc il faut que ça soit rémunérateur. Donc c'est pour ça que si vous vendez des programmes à moins de 2000 €, ne le faites pas. Autant faire des webinaires et le vendre à 997 € avec ton économie d'échelle et ton ratio, ça sera mieux de le vendre à 997, même si à cause de iOS 14, ça marche de moins en moins. Donc du coup, tu te rends compte dans 4 à 6 mois qu'il faut finalement basculer sur un... Bon bref, je te fais gagner du temps. Un truc super important, c'est que là, je ne vais pas essayer de vous convaincre, je vais juste vous partager le truc, le blueprint. Vous le voulez, faites-le, vous ne le voulez pas, ça ne changera pas ma vie. Parce qu'encore une fois, j'ai déjà 100 personnes dans ma team. Ok? Donc, encore une fois, désolé, je pars. Mais, premier problème, donc là on est sur les 4 chevaliers. Premier problème, manque d'opportunité. Tu le règles avec iClose, évidemment, tu génères plus de prospects. Ensuite, le deuxième, c'est pas, tu n'as pas d'accès à tes e-players. C'est une galère, donc déjà tu n'as pas de prospects. Et en plus de ça, comment est-ce que tu voudrais avoir des e-players? Les e-players, ils sont déjà dans des sales teams, ils crachent, ils sortent du 5, 15, 20 000 € par mois. Toi, tu es là avec tes 2 prospects claqués au sol et tu veux leur dire viens closer pour moi. Ça ne marche pas. Il faut commencer à build la brand, hiring brand. C'est-à-dire que, ok, les closers qui bossent chez nous, ils génèrent tant. Si tu veux être closer à étiquette, si tu es closer à étiquette, viens bosser avec nous. Et c'est là en fait où tu commences à recruter des closers qui ont déjà closé. Sinon, encore une fois, tu vas recruter des closers sur des trocantes. Okay, et tu as des vendeurs de chiffons là, et ils sont là, ils se prostituent émotionnellement contre tes prospects flingués. Après, tu as un workflow qui est bancal. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu ne sais pas leur dire ce qu'il faut faire, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils ne sont pas e-players déjà. Et en plus de ça, ben toi aussi, tu n'as aucune idée de ce qui fonctionne. Et après, tu n'as aucune idée d'où tu vas parce que tu n'as pas les bonnes data et tu n'as pas les bonnes KPI. Donc, ça, voilà. Ok, on va rentrer. Donc, tu es lost in the wild. Je ne sais pas où il est. Où est le nord? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me promène. Bon. Ok, donc le flow, c'est simple. Lead flow illimité. Tu as des calls, tu casses. C'est-à-dire qu'en fait, ton calendrier doit être plein à putain de craquer. Blindé. Ok. Et player sales team, les meilleurs closers qui ont déjà eu beaucoup d'appels, minimum 100 appels. Ok. Un workflow béton. Tu les onboards, tu sais exactement leur dire ce qu'il faut faire. Ils savent exactement faire ce que tu leur demandes de faire. Tu as déjà testé ça. Et après ça, tu peux traquer toute leur performance en un seul putain de clic. Les Google Sheets, on est au Moyen-Âge. Okay, on a l'air de ChatGPT d'un côté, et de l'autre côté, on est toujours sur des Google Sheets. On leur demande de mettre à jour des CRM. What the fuck? Et si tu as ça, tu pourras enjoy. Ok? Potentially. Hopefully. Juste avant de rentrer dans le sujet, on va juste mettre en place qui fait quoi dans ce putain de bordel. Parce que c'est vraiment un bordel. Le premier, c'est le Head of Growth, c'est ton roi. Le roi, c'est moi. Je ne peux pas bouger partout. Ok? J'ai que 5 cases. 3, bref, vous avez vu. Je ne peux pas bouger partout. Et donc, du coup, j'ai besoin d'avoir toutes les informations à ma possession sans demander au sales manager, au closer de mettre à jour leur CRM. Je dois avoir les datas de mon marketing sans avoir à demander. Tout doit venir devant moi et je dois me poser devant mon forecast et devant mon dashboard et je prends des décisions. C'est la seule chose pour laquelle je suis payé. Okay, le closer, c'est ta tour. Elle peut faire des verticales, horizontales. Ton setter, c'est ton fou sur le côté. Donc lui va aller taper les prospects qui viennent de réserver des appels. Il va les appeler sous 5 minutes. Okay, et il va aussi appeler les prospects qui sont disqualifiés pour booker et donner plus de prospects à tes closers. Ton sales coordinateur. Ton sales coordinateur, ça c'est quand tu commences à passer les 8, 9 personnes, c'est la personne qui va venir aider ta reine, ton sales manager. Ok? Donc, important. Juste, avant d'entrer plus dans les détails, important, un sales manager ne fait pas ça si tu fais moins de 100 000 € par mois. C'est pour ça que ton sales manager au début va être sales coordinateur. Parce que pour payer un sales manager 2, 3, 4%, il faut que tu fasses minimum 5 000 € par mois. Sinon, tu vas donner quoi? 4 000 € pour écouter les appels de closer? C'est-à-dire, si ce closer est vraiment bon, que tu as passé sales coordinateur, il va dire mais mec, je préfère prendre mes appels, faire mon workflow et je vais enjoy à Bali. Okay, donc il faut que ça soit suffisamment rémunérateur pour lui pour aller justement chercher les meilleurs profils et avoir des personnes avec un cerveau câblé. Et une fois que tu passes la barre des 150, 200, 250, à ce moment-là, tu peux passer ce gars-là, sales manager, et après manager sales team. Je vais te montrer ça un peu plus en précision tout à l'heure. Ok. Tac. Ok, donc au début, tu commences, tu as tes setters.
Me faites pas les gars à dire ok non mais moi je suis travaillé sur mon business et pas dans mon business. Nanani. Ça c'est le gars qui est. Ça c'était le hook du gars sur lequel tu as cliqué sur YouTube Ads et qui t'a vendu le rêve. Là aujourd'hui tu connais la vérité et c'est pas ça. Ok, va falloir souffrir. Donc CEO, tu prends tes appels au début. Tu prends tes appels et tu as des setters, soit sur Instagram, qui vont DM les personnes, qui te bookent des calendriers, des calendriers. Oups, sacrilège. Et une fois qu'ils te bookent des calls, tu les closes, tu les enregistres, tu les mets dans un Notion. Tu montres comment est-ce que tu closes, comment est-ce que tu ne closes pas. Ok? Très bien. Après, quand tu commences à monter en haut, tu deviens plus sales manager. Donc tu as tes setters que tu avais déjà. Et en plus, tu recrutes 3 closers. Toujours recruter plus que 2 closers. Ne jamais recruter un seul closer en même temps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de point de comparaison. Tu as un closer qui close, pas, et tu ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que quand tu en as 2 ou 3, tu vas pouvoir voir, ok, là, je peux me référer, il y a un pôle Nord quelque part. Je ne suis pas là, lost in the wild. D'accord? Donc toujours pouvoir faire la balance entre les deux. Ok, super important. Après, une fois que tu commences à monter, tu prends une des personnes qui sort, une des pépites, tu la prends et tu la mets sales coordinateur. Tu ne fais pas encore suffisamment d'oseille, tu as 80 000 € là par mois, tu ne fais pas suffisamment d'argent pour recruter un sales manager. Mais tu le promeus. Attention, les meilleurs contributeurs ne sont pas les meilleurs performeurs, vice versa. Le meilleur closer n'est pas forcément le meilleur leader. Attention. Parce que des fois, tu as des closers, c'est des nazis. Les gars, ils sont là, bam, 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 bam. Ils n'ont aucune patience. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, les gars, ils ne vont pas avoir la patience et l'indulgence, l'empathie de pouvoir parler à des closers, pas l'intelligence émotionnelle. Et donc, du coup, si vous les mettez en sales manager, vous vous défoncez à ces estimes. Et un truc super important, c'est que c'est pour ça que c'est super dur de recruter un sales manager, parce que la seule manière d'apprendre à manager, c'est de manager. Et quand tu fais des erreurs, quand tu manages, tu casses des cerveaux, tu casses des personnes. Et donc, du coup, si tu mets le mauvais sales manager, il va te niquer ta sales team, et du coup, tu es reparti pour 3 mois. C'est pour ça que c'est ultra dur de recruter sales manager et qu'il faut faire ultra gaffe. On voulait sortir une formation de sales manager, sauf qu'à la fin, on s'est dit, en fait, peut-être qu'on ne le fera même pas. Parce que c'est juste un skill ultra difficile à apprendre. Okay, c'est tu l'as ou tu l'as pas finalement. Quand tu commences à scaler, donc on va rentrer plus tard dans le deep, mais tu passes le meilleur sales coordinateur, tu le passes en sales manager, et ton sales manager est assisté avec un sales coordinateur. Le sales manager à ce moment-là, il ne fait plus d'appels, quasiment pas. Il n'en fait que quand ça commence à bugger, ça ne close pas, il en prend, il en close 5 d'un coup, il montre à tout le monde que c'est possible, il revient en base arrière. Tu vois, il fait que des moves comme ça, tac, bam, tac, bam. Dès que ça bug, c'est du leadership. À ce moment-là, on a Ben qui est mon sales manager. D'ailleurs, je voudrais applaudir Ben pour tout le travail qu'il a effectué pour nous. Et du coup, ton sales manager, c'est la personne qui va faire les allers-retours. Important, essayez d'avoir un sales manager câblé. Essayez d'avoir un sales manager qui s'y connaît un outil, qui est capable de faire un Zapier vite fait, au minimum. Sinon, parce que sales manager, c'est plus que sales manager, c'est traquer, c'est tout ça. Donc, il faut avoir un gars qui est bon là-dessus. Et ton sales coordinateur, par contre, lui, 70% de ses revenus proviennent d'appels qu'il effectue. Ok? Et sur le tech, il fait justement de la réécoute d'appels. Il met ça sur un CRM ou quelque chose comme ça pour que le sales manager puisse prendre ses décisions. Et là, tu es en train de transformer le cheval, donc le sales coordinateur en sales manager, mais tu es en train de le pousser un peu plus vers son rôle de reine, de prendre des décisions et de pouvoir bouger assez rapidement. Okay? Time to feedback, super important d'être proche de sa sales team pour prendre des actions et des feedbacks ultra rapidement. Maintenant que tu sais comment le construire, je vais te montrer comment les recruter. Ok, donc le recrutement, il faut avoir accès à des players. Ça, pilier numéro 1, avoir des gens câblés. Ça peut paraître incroyable, mais il faut des gens avec un cerveau. Un closer, c'est pas un mongolien. Okay? En tout cas, essayez de recruter des gars avec un cerveau. Articulé, plus de 80 de QI, minimum. Okay? Une fois que le gars il a un QI suffisamment important, tu veux qu'il puisse maîtriser les outils. Donc maîtriser les outils, tu veux un gars avec de l'expérience et tu veux un gars culture fit. Pour les 3 premiers points, ce n'est pas votre job de lui apprendre à utiliser les outils. Waouh! Non, le gars, s'il ne sait pas utiliser les outils, il va se faire foutre. C'est son job.
Okay, si tu es un designer qui arrive et qui te dit « Ah, mais je sais faire des logos, mais je ne sais pas utiliser Canva », est-ce que c'est ta responsabilité de le recruter? Non. Le problème qu'on voit, c'est qu'il y a des gars qui recrutent des closers et les gars ne savent pas utiliser un CRM. Et du coup, tu passes ton énergie à lui montrer comment utiliser un CRM. Ce n'est pas ton job. Le mec, s'il est formé, il doit pouvoir utiliser les outils. Après, si tu pars sur des Zoho et des CRM ultra compliqués, ça se comprend, une petite formation. Mais il doit savoir ce que c'est, comment je fais pour faire un appel, comment je fais pour connecter Aircall, comment je fais pour changer le statut du prospect. Enfin voilà quoi, on n'est pas un SECPA. J'étais un SECPA, by the way. Et donc du coup, ici, par exemple, pour nous, recruter des closers, ce qu'on a fait, et c'était la problématique que j'avais, c'est pour ça que j'ai créé Closing Mastery, c'est qu'on a fait en sorte que tous les closers, quand ils payent notre formation, on leur file des prospects. Donc les gars, ils font une centaine d'appels, et on les valide à ce moment-là, okay, appel à froid, parce que j'ai arrêté les gens dans la rue, comme je vous l'ai dit, et le fait de faire ça, ça m'a forgé, et c'est pour ça qu'on enseigne ça à nos clients, donc les gars de Closing Mastery et de Setting Mastery. Une fois qu'ils ont passé ces premiers tests, je leur donne des vrais prospects à moi. Donc j'ai fucking skin in the game. Une fois qu'ils ont tous ces prospects, ils enregistrent ces appels. Et donc du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont eu des appels à froid, ils ont des prospects qualifiés, ils ont mis à jour un CRM. Donc toute la loupe que je vous ai dit déjà plus haut, on le fait déjà en amont. Comme ça, tu n'as pas à le faire. Et ensuite, on réécoute ces appels et tous les appels sont enregistrés sur Loom. Donc toi, quand tu viens recruter des closers chez nous, ben, du coup, en fait, tu as juste à arriver dans la Slack channel, me dire j'ai besoin de 3 closers, on t'en montre 10, tu play les looms, pouce vers le haut, pouce vers le bas, à la Jules César. Et donc du coup, tu peux recruter ce que tu veux, mais tu vois, le gain d'efficience, de problèmes sauvés, en fait, tu prends que le meilleur. Ok? Et que tu refites ça, tu le fais sur un onboarding où tu leur dis directement, les gars, voici notre culture, voici comment on sert nos clients, voici ce qui est important pour nous, et qui match avec ça. Si ça ne match pas, merci, au revoir. Et c'est OK. Okay, et l'autre problème, c'est attribuer des appels qualifiés à des closers qui ne le sont pas. Et donc du coup, tu as les appels qui te coûtent 250 balles, tu le testes, tu leur donnes 10 appels minimum pour tester à tes closers, et donc du coup, voilà, tu l'as fait à la... Comment ça s'appelle déjà lui? À Gainsbourg, okay, tu crames des billets. Et c'est pour ça en fait, que tu veux pas scaler, parce que du coup, en fait, tu es overload par ta sales team, tu te dis, bon, c'est bon moment pour recruter, tu recrutes, tu perds 15-20 000 euros en recrutant 3-4 closers, du coup, tu te dis, ah, putain, un cash flow, c'est difficile. Du coup, tu reviens et en fait, tu fais que la girouette comme ça. Alors, c'est quoi l'option? L'option, c'est, je te partageais plutôt, mais leur donner des leads qui sont potentiels. Les leads potentiels sont des prospects qui n'ont pas, c'est utilisé avec Close, c'est des prospects qui n'ont pas rempli le formulaire en entier. Et donc, du coup, c'est des prospects qui étaient intéressés pour une raison ou pour une autre. Ils n'ont pas fini de remplir le formulaire iClose. Et donc, du coup, c'est des prospects qui n'ont pas booké un appel encore ou des prospects qui sont disqualifiés. Tu leur fais, montre-moi de quoi tu es capable. Et j'ai un petit tips aussi, j'ai une rule, la règle des 48 heures. Quand je recrute une personne, je lui demande de me montrer de quoi elle est capable en 48 heures. Si on n'est pas aligné par rapport à l'intensité, la précision, time to feedback, communication, en 48 heures, je ne vois pas comment ça pourrait être possible en 3, 4, 5 mois. Je veux voir de la putain de magie à 48 heures. Et si tu me montres de quoi tu es capable, on pourra prolonger. En 48 heures, c'est fini. Et on avance. Parce que j'ai pas le temps. Ok, donc une fois que tu as commencé à closer, comment recruter en automatique? Tu ne veux pas avoir à te répéter encore et encore et encore et encore. Tu fais un Notion, tu mets toutes les vidéos. Donc welcome, tu présentes ce job. Là, c'était pour du setting par exemple. Mais tu fais, par exemple, tu mets tous tes appels, tu mets 5 appels de vente, closés. 5 appels de vente, non closés. Tu t'enregistres en Loom et là, tu fais un décortiquage d'appels. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça à ce moment-là? Pourquoi il y a ça qui s'est dit? Qu'est-ce qui était intéressant là? Et tu essaies d'expliquer, tu vois, dans Harry Potter, qui prend sa baguette magique, Dumbledore, et il sort tous ces trucs de son cerveau, tu fais exactement la même chose. Et tu expliques. C'est pour ça que je fais de longues phrases pour être sûr d'être compris. Et après, tu le partages tout dedans. Les ressources, les liens de paiement, les liens, ce que je vous conseille, vous allez sur Google Workspace, vous créez 10 comptes avec les adresses email et tout ça, les mots de passe. Vous les mettez déjà dedans. Connecte-toi. Je ne veux pas te voir. Va-t'en. Tu vois? Autopilot. Et le mec, il va faire ses preuves. Parce que je ne veux pas faire des allers-retours, mais j'ai passé l'âge de faire ça. J'ai plus de cheveux déjà. Ok? Une fois qu'on est bon sur ça, onboarder et construire une système de e-player. Donc une fois que tu as donné le Notion FAQ et les accès au CRM,
réécoute d'appel décortiquage, et tu leur donnes 30 à 50 prospects qui sont potentiels ou disqualifiés. Si le gars peut te ramener un gibier sur l'épaule, tu lui donnes une chance. Sinon, tu n'as aucune raison de lui donner une chance. Ou au moins des follow-up, ou au moins des déposites. Tout le monde sait ce que c'est qu'un déposite? Ok, c'est un dépôt de garantie. La personne n'a peut-être pas les fonds maintenant, mais la personne peut lui prendre 100 euros, 150 euros. C'est ça que vous avez le taux d'engagement et vous avez le taux de conversion. Le taux de conversion n'est pas le taux d'engagement. Le taux de conversion, c'est les ventes divisé par le nombre d'appels. Le taux d'engagement, c'est les ventes plus les déposites. Donc quand quelqu'un vous dit les leads sont claqués au sol, tu dis oui, ton taux de conversion est bas. Mais aussi ton taux d'engagement est bas. Tu es en train de me dire que toutes les personnes à qui tu as parlé, il n'y a pas une personne qui avait 100 euros sur son compte. Là, tu es délusionnant. Au revoir. Ou, au revoir, du calendrier. Parce que avant de la virer totalement, tu dois la mettre sur le banc de touche. Et tu dis là, tu as pris suffisamment d'appels. Te donner plus d'appels, ça va juste t'enterrer. Donc va faire un tour dans tes follow-up. Reviens me voir quand tu as fait une ou deux ventes. Et avoir déjà, des fois, il y a des closers qui ont besoin de se reposer. C'est ok, naturel. Mais tu dois avoir des KPI clairs. Et je vous propose de partager ces KPI dans l'appel d'onboarding, avant que tu dises les 48 heures. Au moins, les personnes n'aient pas surprise. Pas de drama. Et moi, directement, quand je recrute la personne, je lui dis déjà qu'elle va pouvoir se faire virer. Tu vois, je lui dis, écoute, voilà, on teste, ça fonctionne pas, mais si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Si tu as une bonne attitude, que tu montres que tu es professionnel, j'ai peut-être même des entreprises pour lesquelles tu pourrais closer après, ou travailler. Et ça, je le fais dans n'importe quel pôle. Moi, la personne ne va pas venir essayer de me baiser la gueule, tu vois, d'avoir une attitude qui est déplorable. J'ai eu des cas où, pour moi, les closers n'étaient pas bons. Mais pourtant, je rencontre un gars, Baptiste Perrin par exemple, et je me rends compte qu'en fait, Lucas, c'était le meilleur closer de chez lui. Pourquoi? Parce que offre qui est différente, industrie qui est différente, et les closers qui fonctionnent bien dans une industrie vont pas forcément fonctionner dans l'autre. Et être OK avec ça, ça facilite et ça fluidifie le boulot. Tu veux juste pas avoir des gars qui reviennent tes databases. Et donc du coup, le processus d'onboarding est tout aussi important que le candidat. Ne pas toujours remettre la faute sur le closer. Ok? Alors comment maintenir les performances? Donc maintenant que tu les as, que le gars il a fait ses preuves, que tu l'as onboardé dans ton écosystème, qu'il a fait ses ventes, comment tu maintiens les performances? Parce que c'est une chose d'avoir... Tu peux avoir des gars, ils arrivent, ils commencent à closer directement, et puis après, ça ne close plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de management. Des closers, c'est des créatures vivantes, au fait. Ça peut en perturber plus d'un, mais c'est des humains, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être félicités, ils ont besoin d'être confortés, motivés, poussés. Parce que ces personnes-là, vous êtes l'axe, ok? Vous êtes dans l'axe, super. Tu es l'entrepreneur. Tu dois closer ton sales manager pour que ton closer puisse closer tes closers, pour que les closers puissent finalement closer leurs prospects. C'est pour ça que tu veux internaliser la compétence. Tu veux pas que ça soit ultra loin. Pourquoi? Parce qu'après, il y a une perte de valeur qui se fait, et c'est comme un bâton, au fur et à mesure qu'il est de plus en plus loin, en fait, il tend, et en fait, ça se casse, là. La branche, elle casse. Et au plus proche tu es, au mieux c'est. En parlant de proximité, il va falloir monitorer les KPI tous les jours. Avoir des IOD, End of the fucking day report. Tous les jours, tu sais exactement ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait ça, et aussi, est-ce qu'ils sont OK avec ça? Est-ce qu'ils sont OK avec le fait d'avoir un setter, avoir booké 0 call? Non. Et le fait d'avoir écrit, ça va les refléter, ils vont voir un petit peu ce qu'ils ont fait. Morning huddle, vous êtes sur Slack, prenez Slack payant, le pro, et vous pouvez faire des huddles. Ça, c'est facultatif. Mais nous, 97% des sales viennent dans le huddle. Un huddle, c'est juste une manière en fait de faire un call. Un call, c'est une fonctionnalité que tu as sur Slack. C'est un petit bouton en bas à gauche que tu peux activer. Et c'est un call sans inviter les gens. Les gens peuvent rejoindre. Et puis c'est un petit peu le moment où on boit le café, on partage, on parle un petit peu de la journée. C'est un petit peu là où tout le monde va sur le champ de bataille. Et ça permet en fait de, voilà, bon les gars, combien j'ai de call? Ah putain, mais j'ai un call à 11h, j'ai le dentiste, ok, tu veux pas le prendre, vas-y, ah, comment ça s'est passé l'objection? C'est où que tu as mis le Google Drive? Parlez, communiquez avec eux. Pause café, exactement. Et ça, tu veux aussi le faire le soir. Quand ils reviennent du champ de bataille, ils sont éclatés, ils se sont fait monter en l'air par les prospects, et là tu reconsolides, parce que tu veux pas que ça fasse un ancrage dans la nuit. Sinon, il va mal commencer sa journée le lendemain. Okay? Donc, du coup, tu consolides. Putain, ah ok, ça s'est mal passé aujourd'hui, mais tu as vu les prospects que tu as demain? On continue. Et la musique ne s'arrête jamais. Et puis après,
tu fais 2-3 coaching calls par semaine avec tous les closers. Okay, quand tu commences à monter à plus de 2-3 sales teams, toujours séparer les sales teams. Après 5, séparez-les. Vous les mettez dans des Slack channels différentes et vous compartimentez. Pourquoi? Parce que tu peux parfois avoir des sales teams qui ne performent pas et l'autre qui est en train d'exploser. Et si tu mets tout en même temps, et tu as une personne qui a une mauvaise attitude, il va pourrir l'ambiance. Le prospect, le closer qui arrive, « Ah putain, les prospects que j'ai eus hier, ils étaient chiants !» Et ça pourrit tout le monde en fait. Du coup, compartimenter et essayer de diminuer le risque. Important. Et en plus, ça augmente le challenge. Vous pouvez faire, OK, les personnes, la sales team qui est en tête peut prendre 1 ou 2% de commission en plus. Par exemple, soyez créatif. OK. Un truc aussi pas mal, c'est la première personne qui fait les 5 premiers paiements en full, 500 balles. Bonus. À la fin, je sais pas, soyez créatif. OK. Fais confiance là-dessus. Et dans les coaching calls, tu rentres dans les calls, vous écoutez les calls ensemble, vous faites des partages, les closers ont des questions, c'est important. Déléguez pas ça. Déléguez pas ça au début. Une fois que tu l'as fait pendant 3-4 mois et que ton sales manager il a compris, ça nous a pris 6 mois, 8 mois. Tous les jours. Tous les jours. Voilà. Composé d'humains, pas de robots, les performances vont varier. Il va y avoir des fois où les taux de conversion vont tank. Ne tourne pas off la publicité Facebook ou YouTube. Laisse tourner. Parce qu'encore une fois, tu as des prospects des fois à 250 €, parfois tu les as à 40 €. Et c'est ton job de pouvoir rester. En fait, c'est ce que je dis à Ben, toujours, ou Juliette. Et je dis, quand la sales team est hype, vous savez, quand ils sont tous excités, on va tout niquer, ça close à mort. Là, moi je suis prudent. Même, je me dis, putain, c'est où qu'on va se faire niquer la prochaine fois? C'est où qu'on va se faire niquer? Et quand eux, ils sont en mode, putain, c'est la merde, moi je suis en mode hype. Du coup, faire super attention à la frénésie dans une sales team. Parce que après, tu peux faire des dingueries du genre changer le prix, à ne jamais faire. À ne jamais faire, c'est pour ça que tu veux différentes sales teams. Tu A/B testes uniquement sur une petite chambre. Pourquoi? Parce que si ton taux de conversion baisse, tu n'as pas pollué toute ta sales team. Tu compartimentes, ne jamais, je vais venir plus tard, ne jamais changer quoi que ce soit dans une sales team. Quand ça marche, ne réinvente pas la roue. Continue. Plus de trafic, plus de close. OK? Ouais, les erreurs à ne pas faire, changer le prix. Grosse erreur. Changer le prix sur toute la sales team d'un coup. Changer le sales process sur toute la sales team d'un coup. Ne jamais faire ça. Les gars, la sales team, surtout quand vous avez des closers depuis longtemps, genre, les gars, ils sont très en phase de leur performance. S'ils voient un player, s'il voit un taux de conversion à 5%, le gars, il va partir. Il va putain de partir s'il n'est pas fort mentalement. Et si tu n'as pas le sales manager qui est là pour le rassurer. Et si tu n'as pas le gars qui balance la publicité qui aussi, ok, pendant 2 semaines, je sais qu'en fait, je vais break-even ou je vais perdre de l'argent. Mais c'est ok, on continue. Ok? Vraiment game changer. Donc du coup, une fois qu'on est ok sur ça, comment générer une avalanche de prospects pour ta sales team? Ça, on l'a déjà vu. Juste un peu plus de détails par rapport aux disqualifications, par rapport aux critères. Donc c'est multi-choice ou re-education. Tu peux poser, ok, combien est-ce que tu veux investir? 500 €, 1000 €, 5000 €, 10 000 €. Les personnes qui veulent investir 500 €, tu ne veux pas les overload avec ta sales team. Pourquoi? Parce que si tu donnes des prospects pas qualifiés à ton e-player, c'est comme de l'immobilier. Okay? Les gars, ils n'ont que 4, 5, voire 6 appels maximum par jour. Pourquoi? Parce que sinon, ils ne font pas leur follow-up. Et 50% de leurs ventes proviennent des follow-up. Donc, du coup, si tu l'overload, tu auras une baisse de revenus. Okay? Donc, tu veux que ces prospects ne viennent pas casser les couilles à tes closers. Mais tu veux quand même t'en occuper. Je t'en parlerai déjà un peu plus tard. Et les prospects qui n'ont pas fini de remplir le formulaire, qui est en fait la grande majorité des prospects, pour une raison ou pour une autre, tu veux quand même les avoir et tu veux les solliciter. Et c'est en fait comme ça. Parce qu'en fait, vous là, la plupart des gens, vous êtes que sur ça. Et vous avez quand même, vous faites 1 million par an. Mais si ça c'est 20%, 16% pour Mindvalley. Ils font 100 millions par an. Hein. Ils sont à 16%, donc je ne sais pas combien vous êtes. Hein. Mais vous êtes très bas. Et du coup, si vous passez comme nous, on connaît à 60%, ça fait quand même 40% du trafic que vous pouvez avoir en plus. Et il est là le game changer. Il n'est pas sur essayer de passer ses closers à 30, 40, 50%. Tu n'y arriveras pas. Et puis il va se barrer. Et puis il va lui arriver un truc. Tu veux investir dans ton sales process. Tu ne veux pas investir indéfiniment dans une personne. Parce que sinon, tu perds ton leverage. OK?
Donc une fois que tu as beaucoup de volume et que tu utilises le scheduler, tu vas pouvoir avoir dans ta database, tu peux envoyer ça à n'importe quel CRM. By the way, iClose n'est pas un CRM, c'est un Sales Analytics et un scheduler. Donc tu bookes des rendez-vous et tu traques ta sales team. Ton CRM, c'est autre part. Close.io, on recommande. Donc ici, tu peux faire la différence entre les calls, les prospects qui sont potentiels, qui n'ont pas fini de booker leur call, et les prospects qui sont cliqués au sol. Ok? Donc il y a deux modèles de faire pour les phone call funnel. Le premier, c'est le prospect arrive, il réserve un appel avec le setter. Pourquoi on fait ça? Parce qu'un appel stratégique dure 45 minutes. Et encore une fois, tu ne peux pas avoir beaucoup trop, tu ne peux pas avoir un closer qui prend 10 appels par jour. Par contre, si les setters prennent des appels de 10 minutes, ils peuvent en prendre 20 par jour. Et donc du coup, comment est-ce que tu peux scaler ton revenu? Ben, soit tu mets ton closer ici, et du coup c'est 35 minutes, 45 minutes, parfois 1h15. Donc du coup, tu vas pouvoir prendre maximum 15 appels par jour avec 3 closers. Ou tu scales avec des setters, et tes setters ils peuvent prendre 20 appels par jour. Tu as 4 setters, tu tournes à 50 appels par jour avec 4-5 setters. Et ces setters, si le prospect il est qualifié, il réserve un appel stratégique avec le closer. Et en plus de ça, ça fait un touch point en plus. Donc le prospect, il n'y a pas à avoir à dire, comme la petite chérie que tu as trouvée en boîte de nuit, je vais besoin d'y réfléchir, j'ai besoin de temps. Normal qu'ils ont besoin de temps. Ils ne te connaissent pas. Et tu es en train de leur demander 3, 4, 5 000 euros. Il faut, laisse-le y réfléchir. Du coup, préliminaire avec le setter. Important. Sinon, tu as l'autre modèle, si vous ne voulez vraiment pas le faire, comme je vous l'ai dit. Par contre, le problème avec ça, c'est que votre sales cycle est plus long. Parce qu'il faut, le gars va réserver un appel dans 3 jours avec le setter, il va avoir un appel dans 3 jours avec le closer. Du coup, cash flow, problème. Mais beaucoup plus de revenus. Okay, un truc important, j'en parlerai plus tard, mais le setter, une fois qu'il appelle, ok, salut, c'est Isma, on voit un petit peu comment ça fonctionne. Il y a 2-3 vidéos qu'il faut absolument que tu puisses voir avant l'appel stratégique. Le gars s'est déjà tapé une VSL de 45 minutes. Là, tu lui remets notre VSL. Pourquoi j'aime faire ça? Parce que je suis le meilleur à closer mon produit. Je veux que les prospects me voient moi, parlent avec moi, écoutent ce que j'ai à dire, voient le programme, je leur partage l'écran, je leur montre la formation, je leur montre les personnes qui ont réussi, je leur montre la communauté, exactement ce qui va se passer après que tu as acheté. Après, pas l'achat, après l'inscription. Et une fois que le prospect, il est déjà dedans. Le mec, il a fait 45, il a vu une ad, il a passé 45 minutes avec moi dans une VSL. Il a parlé pendant 10 minutes à un prospect, il s'est pointé. Il a vu 3 autres vidéos, et là, il y a le closer qui arrive, il lui met un pied-bouche. Fini. Préparateur de commande. Et là, ce que tu peux faire, c'est le gars réserve directement un appel avec ton closer. Et ce que je te conseille de faire, c'est avoir le setter sur ton CRM qui appelle le prospect 5 à 10 minutes. Super important. Pourquoi? Le prospect réserve un appel avec ton closer, je l'appelle dans la foulée. Salut, c'est Isma, Closing Mastery, j'ai que tu as réservé un appel. Ok, c'était simplement pour confirmer l'heure et la date. Ok, c'est top, parfait. Donc du coup, voilà, simple question, est-ce que tu as bien compris? Tu n'es pas un touriste? Voilà. Tu as bien compris ce qu'on va voir? Ok, très bien, parfait, super. Faut vraiment que, est-ce que je peux te demander quelque chose? Il faut vraiment que tu regardes les 3 vidéos. Vraiment les forcer à regarder ces putains de vidéos. Parce qu'il y a la loi des 7 heures. 7 heures, pas 7 heures. La loi des 7 heures, c'est au plus un prospect a consommé ton contenu en amont, d'être pitché et d'être closé, au plus tu as de chances de closer. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment 50 000 choses que tu vas pouvoir faire sur le sales management pour passer de 20 à 40%. Par contre, ce genre de truc, ça c'est scalable. Tu peux investir du temps dedans. Une fois que c'est fait, c'est un autopilot. Ok? Et comment est-ce que tu rémunères le closer, le setter? Tu lui fais un pourcentage. Okay, tu files 100 euros par vente. Et ce qui est tout cool avec ça, c'est que ton setter, ici, il va pouvoir parler à ton closer. Et ce qui est cool en plus de ça, c'est que ton setter qui va setter un prospect qui est bon, et que le closer ne va pas le closer, le setter va venir te voir. Et il va te dire, et le prospect que j'ai envoyé au closer, là, il était vraiment qualifié. Cette chèvre, elle n'a pas closé, qu'est-ce qu'on fait? Et donc du coup, tu commences à avoir des sales teams qui sont interconnectés. Et tu as des datas qui te viennent à toi sans avoir à aller chercher, bordel de merde. Ça rend fou. Donc du coup, comment est-ce que tu fais pour traquer tes setters? Ça, c'est vraiment une merde. Pourquoi? Parce que comment est-ce que tu traques un setter? Comment est-ce que vous traquez un setter? Soit tu as les paramètres qui vont bien, soit tu notes qui a généré le rendez-vous.
Ok, donc si tu es uniquement optimisé sur la génération de rendez-vous, ici tu peux voir, ça c'est les clauses encore une fois, on a un breakdown de tous les setters. Et donc du coup, ici tu peux voir que ce setter, il a un show-up rate de 87%, il a un booking rate de 57%, donc il réserve de 57% vers l'appel stratégique. Ici tu as un taux d'engagement sur cet appel qui est 39%, 34% pour le taux de conversion, 840 € et 12 000 € de revenus. Ok, très bien. Ici tu peux voir par exemple que le taux d'engagement est haut, mais forcément, ce booking rate est plus inférieur. Par contre, les prospects cités par ce setter génèrent plus de revenus. Et il y a tellement de putain de KPI qu'il faut voir all the way, que si tu te bloques uniquement sur une seule chose, tu dis ok, ce setter il convertit, mais s'il convertit du trash, s'il convertit des prospects qui ne sont pas qualifiés, s'il dit des choses dans l'appel qui turn off le prospect, ou s'il schedule un call avec le closer genre à 100%, mais que le show-up rate du closer sur ce setter il est de 10%, il y a quelque chose qui dit mal. Et si tu ne peux pas monitorer ça à 100% du temps, sans avoir à demander à tous tes setters de mettre à jour leur CRM. D'ailleurs, les CRM ne font pas ça. CRM, c'est Customer Relationship Management. C'est pas fait pour traquer, d'ailleurs. Donc, si tu ne peux pas traquer ça, ben, encore une fois, encore un problème. Et tu peux traquer ça en un clic avec Closed. Donc, quels sont les KPI? Closer, 25% de taux de conversion. Voilà. Je pense qu'au bout de 3 mois, 25%, même pas, 21 jours, 21%, 25% de taux de conversion, sans compter les cancels. Donc, n'hésitez pas à annuler les appels. 40 000 € de chiffre d'affaires par closer, c'est bien. Et si vous avez un programme au minimum 2500 €, je parle en cash collecté. On parle en cash collecté ou en contract value? En cash collecté, ok. Et un setter, c'est 800 appels par mois. C'est rentable un setter. En plus, tout ça, c'est gratuit. Le gars, il ne vend pas, il ne mange pas. C'est fucking go. Faire super important au sales et le marketing qui communiquent ensemble sans partager les coûts par prospect. Et donc du coup, c'est là où je vous partageais. Donc là, ça c'est un petit peu, c'est le nouveau dashboard qu'on a sur iClosed. Ça c'est une data super importante qui est occupancy rate. C'est-à-dire que quand ton marketeur va lancer la publicité, il faut qu'il aille sur le dashboard pour voir est-ce que la sales team est full ou pas? Et quel est le pourcentage? Est-ce que je peux envoyer plus de budget ou pas? Et ça va être traqué automatiquement. Parce que si les closers sont overbookés, ça va d'envoyer plus de prospects. Surtout si tu utilises encore Calendly. Okay, donc là, tu vas pouvoir voir, ok, donc maintenant peut-être que les prospects, là on est fully booked, donc je vais attendre un petit peu, ou je vais turn off cette campagne qui n'est pas profitable, et je vais en relancer une autre. Feedback, feedback, feedback. Ok, ce point est vraiment important, le scheduling funnel. Quand je me log sur un dashboard, la seule réponse que je vais avoir is « Where is my fucking money ?» Où est mon argent? J'ai dépensé en publicité, je veux voir où est mon argent. Et tu ne veux pas forcément le voir dans ton compte en banque, l'argent. Tu veux le voir dans ton funnel. Où est l'argent dans ton funnel? Donc ici, tu peux voir qu'il y a beaucoup de prospects qui sont arrivés et il y a une partie de prospects qui sont disqualifiés. C'est peut-être pour ça que notre occupancy rate est descendu. Ok, très bien. Ici, on peut voir qu'il y a beaucoup aussi d'appels qui ont été réservés. Ici, qu'il y a beaucoup de taux de conversion. Là, on est en train de perdre des prospects. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cancel, beaucoup d'annulations. Est-ce que c'est d'annulation de admin? Donc, est-ce que c'est ton sales manager ou ton sales coordinateur qui a annulé les appels? Ou est-ce que c'est les prospects qui ont annulé les appels? Si c'est les prospects qui ont annulé les appels, pourquoi? Rappelez-les. Peut-être, avec iClosed, tu peux, même avec Calendly, quand il cancel, tu peux avoir la raison. Mais tu veux avoir la data d'un point de vue pourcentage. Parce que peut-être que je suis parti voir ton Trustpilot. Peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça. Parce que le prospect, une fois qu'il a fini sa VSL et qu'il a réservé son appel, il y a Internet. Il va faire des recherches. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il voit. Et peut-être qu'il faudrait glisser quelques Google Ads pour les reprendre directement là. Parce qu'ils sont super sensitifs. Peut-être qu'il faudra avoir différents noms de domaine et renaître des Google Ads. Peut-être qu'il faudra faire des partenariats avec des blogs pour être ranké numéro 1. Own them. Ici, AI lead scoring. J'en ai parlé déjà plus tôt. Vraiment important, savoir exactement, ok, tous les prospects qu'on envoie en ce moment, est-ce qu'ils sont qualifiés? Et est-ce qu'ils sont qualifiés par rapport à un point de vue non biaisé? Qu'est-ce que la vérité? Et ça, tu peux le faire justement avec les anciens prospects, les anciens clients que tu as eus. En gros, benchmark, qu'est-ce que ça donne? Et puis après, avoir le sentiment de ta sales team.
Et en fait, c'est pas ça ou ça, c'est les deux que tu dois avoir. Parce que sinon, tu rentres dans un monde où il n'y a que des robots et finalement, on n'a pas grand-chose à faire sur cette terre. Si tu utilises que la data pure. Par contre, si tu peux utiliser le feedback des personnes qui sont sur le terrain, là, ça fait sens. Alright. Comment soulever les objections avant l'appel? La meilleure manière de relever une objection, c'est d'anticiper. Okay, et c'est pour ça qu'on a créé, donc ça, évidemment, quand tes closers finiront leur appel, on va leur demander quelles sont les objections qu'ils ont eues. Comme ça, en fait, le Chief of Marketing, il arrive, ok, bon, c'est trop cher. Bon, ben, on va montrer la valeur du produit avant que le prospect puisse parler au closer. Et en fait, tu es toujours en train de prendre ces datas et les louper dans le funnel. Et les louper, jusqu'à ce que ça descende et que ton revenu augmente. Encore une fois, time to fucking feedback. Combien de temps ça te prend d'avoir toutes ces datas? Si ton compétiteur le fait plus rapidement que toi, il scale beaucoup plus rapidement que toi. Et c'est pour ça qu'on a créé la séquence d'endoctrination. C'est un terme que j'ai inventé. Je pense que d'autres personnes l'ont fait déjà avant moi. Je ne pense pas l'avoir inventé. En tout cas, le nom m'est propre. Et donc, du coup, c'est VSL calendrier appel réservé, thank you page, qu'on turn into a sales asset. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus travaillé ma séquence d'endoctrination que ma VSL. En fait, ma VSL, je l'ai quand même itéré 27 fois. Je l'ai changé 27 fois, ma VSL, avant de trouver un truc. Donc, si jamais vous testez une VSL qui ne fonctionne pas, bon, bienvenue au club. Et donc, du coup, changez la thank you page pour avoir quelque chose qui convertit. Et là, parce que là, vous allez convertir les personnes qui ont déjà été converties. Donc là, vous prêchez des convaincus. Et c'est là où en fait, vous montrez directement à l'intérieur de la formation. Vous montrez tout. Et c'est important qu'ils la regardent. Utilisez des tools comme Wistia ou Vidalytics pour pouvoir traquer le pourcentage de vues de cette vidéo. Est-ce que ça convertit ou pas? Vous faites des A/B tests. Okay, et ton setter, lorsqu'il va appeler ses prospects, dans les 5 minutes ou dans le premier appel, il va toujours envoyer là-dessus. Aussi, Game Changer, YouTube Channel, une chaîne YouTube, dinguerie. Pourquoi? Parce qu'on envoie le lien au gars et le prospect clique, s'il a le malheur de cliquer une seule fois sur une de mes vidéos, YouTube va me montrer encore et encore et encore et encore et encore. Et ça, c'est vraiment un game changer parce que tu leverages l'algo de YouTube. Okay, pouvoir aussi voir le revenu par source, taux de conversion par source, show up rate par source, cash collecté par source. Cash collecté, c'est ton revenu divisé par le nombre d'appels que tu as pris. Donc si tu as un coût par appel à 100 € et que tu as un cash collecté à 500 €, fine. En fait, c'est la seule chose que tu veux savoir. Combien je mets dedans, combien il sort. Tac. Et tu peux le voir par event. Ça, c'est important. Parce que peut-être qu'un taux de conversion, parce qu'un taux de conversion de 20% ne veut absolument rien dire. C'est sur quel événement, sur quel funnel, avec quelle sales team, sur quel produit, quel jour. Et oui, les appels le dimanche, arrêtez-les. Quasiment inutile. Laissez-les se reposer, les gars. On revient lundi. Il y a plein de micros. Et en fait, les micro-tests, les micro-choses, vous allez les voir si vous pouvez les voir. Si vous pouvez les analyser, vous avez un cerveau où vous allez être en capacité de pouvoir prendre des décisions par vous-même, changer des choses, constater une différence et puis double down quand ça le mérite. Mais si vous n'avez pas les datas en face de vous, si vous ne pouvez pas traquer exactement ce qu'il se passe au moment T, vous êtes perdu. Et si vous mettez en place ce genre de système, vous allez avoir un avantage unfair par rapport à votre compétition et c'est comme ça que vous pouvez scaler. Juste, je tiens à dire qu'on n'est pas en affiliation avec Jimmy. Jimmy est un partenaire et un bon ami à moi. Et c'est juste qu'il est ultra convaincu par le service qu'on propose et je te remercie. Un truc aussi important que je viens d'oublier à l'instant, oui, que si les personnes qui prennent iClosed, le logiciel, ont une mise en relation de closer et de setter en illimité de chez Closing Mastery et de Setting Mastery. Donc en gros, notre objectif avec le logiciel, c'est que tu puisses exploser le nombre d'appels que tu reçois. Tu auras un autre problème, recrutement de setter et de closer. Tu utilises notre Notion, on te montre exactement comment les onboarder. Et après ça, tu peux venir chez nous, nous demander « Hey Isma, j'ai besoin de 3, 4, 5 setters, 3, 4, 5 closers ». On t'envoie les vidéos d'appels déjà effectuées par nos closers ou par nos setters. Tu les recrutes, tu les onboards, tu les tracks, tu utilises le AI pour scaler tes YouTube ads et tu vas enjoy sur une plage à Bali. Merci à tous.
Sales team. Yes. Tu as parlé d'internalisation. Ouais. Tu peux développer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des employés? Non. Et c'est quoi alors? Non, c'est des closers. C'est des freelances. Parce que comment tu. En rétention, Ouais. quand on internalise, ils vont moins facilement partir. Mais c'est quoi la différence entre internalisation et externalisation? Externalisation, c'est lorsque tu utilises des gars qui se prétendent sales managers et qui vont faire le sales management pour toi. Et surtout lorsqu'ils font pour 4, 5, 10, 15 autres entreprises. Internalisation, c'est parce que c'est toi qui les formes? C'est toi, c'est plutôt, ils sont dans ton organisation, tu as un NDA avec eux, ils peuvent travailler maximum avec une autre personne. Mais tu veux pas que ce soit un cirque Zapata et qu'ils puissent avoir d'autres clients qui aient des conflits d'intérêts. Ok. Et par exemple, si je pose la question à Ben qui est ton sales manager, si je veux te débaucher et je te paye 3 fois plus que lui, qu'est-ce qui va te retenir d'être chez lui plutôt que chez moi qui va payer 3 fois plus? Déjà, pour moi, tu me payes 3 fois plus. Quoi? Je pense pas que tu puisses payer 3 fois plus, C'est un exemple. toute proportion gardée. C'est un exemple. Et ça, c'est une excellente question. Moi, après, en fait, c'est. Plus je génère ce que je gagne là-bas, en fait, tu ne pourras pas me proposer plus parce que c'est mon Tu travail peux qui te fait payer que. plus 3 fois, et c'est sûr. Qu'est-ce qui fait que tu restes chez lui et pas chez moi? Est-ce que tu lui proposes un exit à 5 millions? Disons que je mets un exit à 200 millions. C'est théorique. Hein. Tu sais, Qu'est-ce qui fait que tu vas rester chez lui et que je ne vais pas te débaucher? Franchement, après, c'est tout ce qu'on a monté pendant 2 ans. Là, c'est 2 ans de boulot. Et en fait, je vais tout recommencer à zéro. C'est horrible. Et La première année, le sales manager, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. On a mis 6 mois. On a mis 6 mois, et même encore aujourd'hui, j'en apprends tous les jours. Mais tu pars de trop loin quand on recommence à zéro sur ce poste-là. Je peux pas repartir avec. mon maître d'apprentissage me disait, je disais et si, il me disait avec des sismes, on en coupe du bois. Donc déjà, et un sales process qui génère ça, puis après on en reparle. Et ça, c'est une question très importante, mais ça, c'est un truc pas uniquement pour ton sales, pas uniquement pour ton sales manager, pour tout le monde. C'est le shiny fucking object. Et ça, c'est un truc, je pense que j'étais assez bon pour faire ça. C'est en fait que, à la place d'avoir des personnes, je dirais, ils en ont eu des offres, hein, à la place d'être concurrencé, d'être dans la marketplace déjà, tu crées une team, tu crées une tribu, tu crées une vision commune, premièrement. Mais ce que je me suis efforcé de faire depuis le début, c'est de créer le putain de shiny object dans ma propre organisation. C'est pour ça que j'ai fait Closing Mastery, c'est pour ça que j'ai fait Setting Mastery, c'est ça que je fais iClose, et c'est pour ça que je fais toujours de nouveaux projets et de nouvelles ventures dans ma propre organisation et qu'on crée un écosystème. Et donc du coup, les gars en fait, ils voient les puzzles s'imbriquer les uns dans les autres, et ils voient en fait que c'est pas 1 plus 1, c'est 1 fois 2, et donc du coup, c'est un démultiplicateur. Et ça, en fait, c'est la vision. Parce que quand on va vendre ce putain de iClose d'à plus de 100 millions, je peux te garantir que ça va bien se passer pour tout le monde. Et donc après, est-ce qu'il veut repartir? Après, ça, c'est du culture fit. C'est la relation que tu builds avec ta... Est-ce que tu as un problème, toi, de perdre des talents qui partent travailler chez les autres? T'as rencontré ça? Non. Ok. Oh, parce que c'est la culture qui est importante. Culture, mais pas que culture. Culture, et puis aussi tout ce que tu crées ensemble. Tu vois, ce genre d'événement, on le fait ensemble. Et on en fait 3 fois, 4 fois par an, d'événements comme ça. C'est pas un truc qui se fait sur un Zoom. Garder les bons talents, c'est un truc vraiment important. En fait, il est là le secret. Parce que la sales team, c'est king. Sales team, marketing, tout. Donc, mais tu auras toujours à facer ces challenges. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. La vérité, c'est que quand tu pars dans un point de vue granulaire, au final, il n'y a pas beaucoup. Parce qu'on staffe. C'est-à-dire que c'est la pire personne à demander. Pourquoi? Parce qu'on staffe les closers chez toutes les putains de sales teams que tu peux voir. On sait ce qui se passe. On sait comment les closers sont traités. On sait comment les sales managers sont traités. On sait comment l'organisation, on le voit de nos propres yeux, ils viennent nous recruter les closers. Allez, tu ne vas pas l'endormir. Hein. Donc c'est assez stable à cet endroit. D'autres questions? Sales management, closer, lead to call, close. Je suis chaud là. On voit ça. C'est bon? Ouais, c'est super, Je franchement. peux en poser une deuxième? Ouais. Sur le dispatching vers les closers. Donc tu as les setters. Ouais. Vous faites du profilage en disant, le setter il se dit, ça c'est un client, peut-être que je vais le mettre sur ce closer là parce que il a plus cette mentalité là qui va coller avec
dispatching, comment ça se passe? C'est automatique? Donc avec iClose, ce que tu peux faire, c'est que si tu vas ici dans Routing, tu vas pouvoir prendre, ok, si ton prospect, il gagne 5 000 euros, ok, par mois. Ce prospect, c'est les meilleurs prospects que tu peux recevoir. Tu ne veux pas forcément le donner au closer qui vient de démarrer. Pourquoi? Parce que disons que tu fais de l'investissement immobilier, le gars il dit qu'il a 200 000 euros d'épargne. Le closer qui va arriver à prendre son premier appel, il va être tétanisé lorsqu'il va prendre cet appel. Tu veux le préliminaire. Et du coup, tu veux justement lui donner le plus de chances de réussir. Et tu as un closer qui est ancien, vétéran, lui il close à 80% de ses prospects-là. Et donc du coup, si tu viens ici, tu vas pouvoir attribuer, par rapport à des questions que tu as sélectionnées, ce prospect au meilleur closer. Si tu fais ajouter une condition, voilà, choose an option, voilà, ce type de matériel, par exemple, clique, sélectionne, 3, voilà, va sélectionner closer, on s'en fout. Bam. Et là, tu sélectionnes les closers. Attention par rapport à ça, parce que si c'est closer, donc du coup, le prospect remplit ce formulaire, il va sur cette sales team. Par contre, on a une règle qui dit que si ces closers que tu as sélectionnés, qui sont mis en avant, s'ils ont moins de 5 disponibilités, tu désactives cette règle et tu envoies ces prospects à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas transformer cette règle en cauchemar. Ce prospect, s'il va avoir 5 dispos, il ne va pas réserver un appel. Parce que c'est le prospect le plus qualifié. Et donc, du coup, il pourra avoir toute la sales team. Ça te permet d'avoir tous les upsides sans avoir les downsides de cette règle. Et plus tard, on est en train de travailler dessus, ça pourra se faire en automatique. C'est-à-dire que si cette dame close mieux les hommes d'une certaine tranche d'âge, parce qu'en fait, tu peux te rendre compte qu'il y a des closers qui. On a Alex, par exemple, il close ultra bien les femmes d'une certaine tranche d'âge. Et donc, du coup, on pourra faire justement de l'AI par rapport à ça et attribuer les meilleurs prospects aux meilleurs closers et faire ça en automatique. Ça, c'est le job d'un sales manager. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour que finalement, ton sales manager soit là beaucoup plus sur du coaching et sur du leadership. Quelque chose que la machine ne peut pas remplacer. Faire le bâtonnier, et le bâtonnier, non, c'est autre chose. Faire le gardien de prison, c'est pas efficient. Tu veux beaucoup plus partir sur high. Voilà. Et les prospects qui sont disqualifiés, tu cliques sur disqualification, et pareil, même système. Les prospects qui remplissent cette question sont automatiquement disqualifiés et ils ne réservent pas d'appel avec la team. Mais par contre, les setters les rappellent. Vos setters doivent rappeler les disqualifiés ultra rapidement. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'on est en France. Les gens mentent par rapport à leurs revenus. Ok? Rappelez-vous de ça. Les gars racontent du bullshit tout le temps. Donc, du coup, avoir un setter qui les appelle. Et salut, j'ai vu que tu as essayé de remplir un formulaire. Parce que nous, on ne leur dit pas, tu es disqualifié, on ne peut pas travailler avec toi. On dit, désolé, on n'a pas de temps disponible. Est-ce que iClose également va marcher pour de l'appel sortant? Parce que moi, par exemple, tu vois, dans nous, ce qu'on vend, c'est un produit physique. Ouais. D'accord? Et donc, on reçoit les leads, ils doivent rentrer dans un CRM. Okay. Et c'est de l'appel, en fait, c'est de l'appel sortant. Le closer reçoit des leads qualifiés et il doit les appeler. Ouais. Est-ce que iClose est. Donc, en fait, il y a du sales analytique et il y a du scheduling. Donc, sur la préparation de rendez-vous, là, tu ne vas pas forcément avoir un challenge parce que tu ne réserves pas de rendez-vous, tu les appelles en sortant. En revanche, parce que le prospect a été appelé par un closer, le closer va être lead owner de ce prospect. Et donc, du coup, si jamais, parce que tu utilises Stripe, Non. tu utilises quoi comme plateforme? On n'a pas le droit, en fait, Go Cardless. Ok, très bien, l'intégration. Du coup, tous les paiements qui vont être reçus de ce prospect avec le numéro de téléphone ou adresse email vont être assignés à ce closer. Donc, du coup, tu pourras toujours voir, traquer leur performance à un seul endroit. Et c'est possible de connecter directement, en fait. Ouais. Easy. Yes. Merci beaucoup déjà pour ta présentation. En termes de coût, je me posais la question quelle est la position globale en termes de pourcentage et comment tu rémunérais ta chaîne globalement. Les meilleurs closers, peut-être que tu les rémunères mieux que d'autres. Pour avoir des ordres de grandeur, sachant que j'imagine que tu es en vente directe à chaque fois. Et comme on a un petit sujet CPF qui paraît aussi dans l'Assemblée, comment tu changerais éventuellement la stratégie de rémunération par rapport à du leads purement CPF versus du leads vraiment qui paye cash et qui n'a pas forcément le même personnage. Bonne question. Le même engagement. Ok. Ouais, bonne question. Par rapport, donc nous on paye toujours par rapport au cash collecté, cash in the bank, pas cash qui arrivera peut-être un jour. Donc tes prospects qui arrivent équipés, donc tes clients, s'ils payent en plusieurs fois, paye les 10% par exemple, en cash. Si ton closer fait une vente en full, donne-lui 13%.
par exemple. Ok. Par rapport au CPF, si tu fais du CPF, tu les paies lorsque tu reçois le cash du CPF. Au moins, le gars, il ne va pas être en mode « ouais, mais… » Tu vois, il va toujours avoir une solution par rapport à ça. Et tu ne peux pas forcément payer ta self-esteem avant que tu aies reçu le cash. Ça, c'est dangereux de faire ça. Par rapport à ta self-esteem, tu devrais faire gaffe à que ça ne dépasse pas plus de 22% du chiffre d'affaires. Sinon, ça casse la machine. 22% maximum, toujours. Du cash collecté. Si tu vas au-dessus, tu vas avoir des problèmes. Par rapport au coût d'acquisition, ça dépend de tes skills en marketing. Pas vraiment de sens. Essayer de le rendre le plus petit possible. Mais tu as des coûts d'acquisition à maximum 40%. Parce que tu veux minimum faire 30% de bénéfices, quoi. Et en fait, tu veux minimum 30% de marge pour pouvoir assumer les conneries de tout le monde, en fait. C'est ça, c'est plutôt ça, en fait. Parce que c'est ça, en fait. Tu veux faire beaucoup de profit, parce que quand ça marche pas pendant 2 mois. Et tu veux vouloir payer tout le monde. Parce que si tu dois virer les gens parce que ça va pas, et puis après, ils travaillent avec d'autres compétiteurs, etc. Tu veux donner un niveau de sécurité à tout le monde, en fait. Ok ? Et les setters, ouais. Donc du coup, sales, c'est plutôt 10 à 13%. 16 coordinateurs, tu files 1, 2, 3% graduel en fonction du taux de conversion. 16 managers, 1, 2, 3, 4, 5% graduellement. Après, tu as des coachs, etc. Et pourra pas aussi avoir des intervenants en PNL de temps en temps. Saupoudrer. Il faut avoir du nouveau. Il faut toujours du nouveau, pas dans la structure, pas dans le fond, mais sur la forme. Tu vois, toujours arriver avec une petite dinguerie. Une nouvelle vidéo YouTube à donner aux clients. Ça, des trucs comme ça, tu peux innover. Mais pas changer le process. Ryan ? Yep. Deuxième question. Vas-y, je t'en prie. Du coup, ce que tu nous conseilles, en gros, c'est qu'il faut tous qu'on s'enferme 6 mois dans une boîte pour mettre en place une process qui roule. Il va falloir s'y mettre sérieusement Est-ce qu'elle est 6 mois sérieusement pour faire tourner la routine et après l'améliorer. Ben, en fait, franchement, hein, genre, le logiciel là qu'on a sorti, c'est vraiment quelque chose que j'ai pensé et que c'est quelque chose qui m'a pris justement 2 ans. Okay, donc là, tu as un niveau de feedback et d'intelligence. En fait, c'est pas vraiment le fait de le faire, c'est de penser à ça. Penser à l'occupancy rate et le donner au marketeur pour qu'il puisse anticiper tu sais, quand la self-esteem est full, avoir le breakdown de tous les setters, avoir une indication sur la qualité des prospects avant même que les closers les prennent au téléphone. En fait, tu as une boule de cristal. Tu te retrouves à pouvoir avoir des insights, même si moi j'ai fait de la vente pendant plus de 10 ans, que j'ai dépensé des millions en publicité avant. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu peux avoir le même stack que moi aujourd'hui. Moi, ça m'a pris 2 ans. Et ça n'existait pas. C'était pas un truc qui était live, tu vois. Et donc du coup, tu as quand même un unfair advantage par rapport à moi parce que tu as toujours ton expérience passée. Donc du coup, finalement, tu plugs iClosed, tu vas sur Calendly, tu intègres Calendly, on récupère les 90 jours de tes datas sur Calendly, on a tous les appels qui sont passés sur Calendly, on sait quel closer les a pris au téléphone. Tu vas sur Stripe, tu intègres avec un clic Stripe, on match les clients avec les appels, on sait maintenant qui a répondu quoi en question, on connaît le taux de conversion. Déjà, en 3 minutes, tu as déjà le taux de conversion de tous tes closers, tu sais déjà où tu vas. En 3 minutes. Une fois que tu as fini ça, tu mets ton scheduler, tu copies le code, tu le mets sur ton site internet, tu disqualifies les prospects qui ne sont pas qualifiés, tu as les closes, tu recrutes des closers, tu recrutes des setters chez nous en illimité gratuitement, tu partages l'onboarding process que je t'ai partagé, fonce gamin, et tu mets ta publicité YouTube que je viens de te partager. Non, ça ne prend pas 6 mois. En 45 jours, tu peux augmenter tes revenus de 40-60%. That's it. Merci à tous. Merci, bravo, très fort. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous avez apprécié? Du fond du cœur, merci Isma, vous pouvez applaudir encore. Merci.